Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Olysses, bonsoir. Alors Olysses, quand je vous ai connu, vous étiez brune, vous étiez actrice, et vous appeliez Cécile Cassel. Aujourd'hui vous êtes blonde, vous êtes chanteuse, vous appelez Olysses. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez témoigné dans un procès contre la mafia? C'est ça, exactement. J'ai dû changer d'identité pour des raisons juridiques. Très réussi. Luc Ferry. Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouveau livre, Le Cardinal et le philosophe. Je précise que pour Noël, ce livre sera vendu en coffret avec un cadeau exceptionnel, la brosse à cheveux Luc Ferry, pour démêler le vrai du faux. Je pense pas que vous veniez un jour dans cette émission qu'il n'y ait pas une ou deux blagues sur vos cheveux. Nicolas Dupont-Aignan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Debout la République. Vous confirmez qu'elle continue à traîner au lit toute la journée? En fait, le vrai nom de son parti, c'est Debout la République, va te laver les dents. Et Grand Corps Malade. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Vous pensez pas qu'il serait temps de rassurer vos fans et de vous appeler Grand Corps va mieux, non? J'hésite encore, on va peut-être attendre un ou deux albums. D'accord. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Philippe Lefay, qui raconte dans son livre son combat pour communiquer avec sa fille lourdement handicapée. Voilà, nous sommes ensemble sur la Terre jusqu'à 20h25 avec l'égrément de fortune. Alors, Luc Ferry, rebonsoir. Je suis un peu déçu. On m'avait dit que vous étiez fait faire la coupe de cheveux de Justin Bieber pour plaire aux jeunes. C'est fini, voilà. Non, c'est bien. Amel Bent. Bien. Alors, Luc, vous êtes ici ce soir pour votre dernier livre paru chez Plomb, Le Cardinal et le philosophe, avec le cardinal Gianfrancesco Ravasi. Alors, vous n'êtes pas croyant, mais vous expliquez l'apport du message chrétien aux grandes morales laïques et républicaines, notamment dans l'affirmation de l'égale dignité des hommes. Il y a en vérité une continuité beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine entre le fond chrétien et l'idée républicaine. Par exemple, sur la parabole des talents, qui raconte comment il faut travailler pour faire fructifier ce qu'on a reçu au départ, les dons naturels qu'on a au départ. Finalement, tout l'héritage de l'école républicaine, c'est la méritocratie, la valorisation du travail, de l'effort, vient de ce message chrétien. Alors pour vous, Dieu n'existe pas, mais il n'a pas fait que des conneries finalement. Alors, c'est pas tellement Dieu, c'est vraiment le message de Jésus-Christ. Et le cardinal Ravasi, c'est le ministre de la Culture du pape, et il avait décidé, avec Benoît XVI, d'ouvrir un dialogue avec les non-croyants dans le cadre de ce que l'Église appelle dans son jargon le parvis des gentils. Les gentils, c'est les non-croyantes. Et ils m'ont choisi, ce qui est très gentil à eux, comme interlocuteur non-croyant. Voilà, donc je me suis retrouvé à réfléchir sur cette question. C'est normal. Alors, Luc, si ce livre se vend à 1 million d'exemplaires, ce sera un miracle. Est-ce que vous croirez en Dieu? Et c'est pas un livre qui est fait pour être vendu. C'est pas... Quelquefois, il faut écrire des livres qui n'ont aucun rapport avec le marché. C'est quand même un beau cadeau de Noël, rassurez-nous. Avec la brosse à cheveux qu'il y a dedans, c'est ça, bien sûr. 2 en 1, oui. Voilà. Alors, ceci étant, parlez pas de shampoing, parce que là, il parle de 2 en 1. Après, on va parler de Head and Shoulder. Attention, attention, Luc, ne me cherchez pas. Alors, ceci étant, votre cardinal, tout cardinal qu'il est, en fait, il n'a pas de preuve de l'existence de Dieu. Hein.
Vous savez, c'est toujours la même chose. Si on pouvait prouver véritablement l'existence de Dieu comme on peut faire une démonstration mathématique, on n'aurait plus besoin de la foi. Oui. Et donc la connaissance tue la foi. Donc il faut toujours qu'il y ait un moment où la connaissance s'arrête, la théologie s'arrête pour faire place à la foi. C'est bien monté leur truc, hein. C'est fait pour. C'est fait pour. Le message du Christ est quand même le plus grandiose qui soit, même si on n'a pas la foi. Moi j'adore Jésus, je trouve que c'est un mec formidable. C'est un petit juif qui a foutu le bordel, vraiment. Et par exemple, vous avez une théologie de l'amour, la notion d'agapé, la notion d'amour chrétien, c'est-à-dire l'idée qu'on doit aller jusqu'à l'amour de l'ennemi. C'est une idée qui peut paraître un peu paradoxale ou même comme ça un discours de curé. Mais en fait, c'est une idée extraordinairement profonde. Quand on a des enfants, par exemple, il est évident qu'on aime ses enfants même quand ils sont méchants. Et donc, on a une théologie de l'amour dans le christianisme qui peut très bien être sécularisée, c'est-à-dire qui peut parler aux non-croyants et qui est absolument grandiose. D'accord. Alors, Luc, on va continuer à parler de Dieu, mais on va voir ce qu'en disent les autres. Interview Qui a dit spécial Dieu. Alors, qui a dit Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Ça c'est très connu, c'est Woody Allen. Woody Allen, bravo. Luc Ferry, 1 point. Qui a dit mais que foutait Dieu avant la création? Oh, Nicolas. Vous savez? Non. C'est Samuel Beckett. Ah, c'est une bonne question d'ailleurs. Qui a dit Dieu existe-t-elle? Un féministe. Un féministe, vous allez voir qui Ou c'est. quelqu'un qui veut faire croire qu'il l'est. Patrick Sébastien. Oui, c'est bien ce que je disais. Ah, l'enfoiré. Qui a dit non seulement Dieu n'existe pas, mais il est impossible de trouver un plombier le dimanche. Ça, c'est encore Woody Allen. Encore Woody Allen. Qui a dit mon Dieu, délivrez-nous de toutes les religions. Guy Bedos. Ouais, bravo. Et la dernière qui fait réfléchir, Dieu ne joue pas au dé. C'est Einstein. Einstein. Ça veut dire quoi, ça, Luc? Ça veut dire voilà. Dieu ne joue pas au dé. L'idée d'Einstein est qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, que tout est déterminé. C'était un grand spinoziste. Et donc, il pensait que depuis le Big Bang, tout était programmé et que la preuve, c'est que le monde est admirablement bien fait. Et donc, ça ne peut pas être dû au hasard. Voilà, donc Luc Ferry, mesdames, messieurs, pour Noël. Si vous voulez avoir Luc Ferry pour un dîner, un déjeuner, Luc Ferry, énorme philosophe. Être accepté comme je suis. Olysses, rebonsoir. Alors, vous cartonnez actuellement avec votre titre Come Back to Me, issu de votre album My Name Is. Alors, vous redonnez un peu des couleurs à la pop rock à années 80, c'est vachement bien. Merci. Comment ça va, ma petite Cécile? Va bien. Donc, Cécile, vous êtes la fille de Jean-Pierre Cassel, donc la sœur de Vincent Cassel, donc l'ex-belle-sœur de Monica Bellucci. Est-ce qu'on peut faire partie de votre famille si on n'est pas célèbre? Bah oui, parce que vous avez cité que ceux qui vous intéressent. Ah oui. Et j'ai une maman qui s'appelle Anne Cassel et qui n'est pas publiquement connue. J'ai une grand-mère. Qu'est-ce qu'elle fait, votre grand-mère? Jacqueline Sellerier, qui était femme au foyer. Ah ouais, il y a des gens qui sont femmes au foyer chez vous. Eh oui, exactement. C'est incroyable, C'est ça, dingue, quand même. En fait, le pire, c'est que Cassel, c'est pas votre vrai nom. Et là, c'est le drame. Votre vrai nom, c'est Crochon. Eh ouais. C'est marrant, on dirait un nom de Louis de Funès dans un film de gendarme. Exactement. Est-ce que vous pensez vraiment que votre frère aurait pu séduire Monica Bellucci si c'était appelé Vincent Crochon? J'en sais rien. Si elle s'était arrêtée à ça, ce serait dommage. Ah ouais. Elle se serait appelée Monique Crochon. Là quand même, c'est ardos, dur, Monique c'est dur. Crochon. Je trouve que là, quand même... Alors, tout a commencé quand vous vous êtes dit, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait dans ma vie? La musique. Voilà. Oui. En fait, j'ai perdu un de mes meilleurs amis il y a quelques années et qui, depuis des années, me disait « Mais pourquoi tu chantes pas? Ça fait des années que tu fais de la musique, que tu écris, pourquoi tu n'en fais rien ?» Et il est mort brutalement à 30 ans. Et je me suis réveillée le lendemain en me disant « Mais si moi aussi je dois mourir à 30 ans, j'aimerais bien avoir fait ça. » Alors, contrairement au cinéma, là, on ne dépend plus du désir des autres. C'est-à-dire, c'est vous qui avez Exactement. fait votre truc, quoi. Bah oui, ça Ouais. c'est merveilleux. C'est mieux. C'est mon bébé de A à Z, je l'ai produit, j'ai écrit, composé, j'ai co-réalisé le clip, et voilà, j'avais pas besoin d'aller taper à la porte de quelqu'un, et voilà. Si les fils d'eux se mettent à avoir du talent, il ne va plus rester de place pour les autres, cette fois. Mais on est tous le fils de quelqu'un. Oui.
Après, les médias décident de qui ils ont envie de parler, mais on est tous les fils de quelqu'un. Luc, c'est le fils de Darvador. C'est pas une blague sur les cheveux, ça n'intéresse pas. Bon, alors, est-ce que vous seriez contre une interview dernier coup? Aïe, aïe, aïe. Dernier coup de folie? C'est un peu fou d'essayer de faire de la musique aujourd'hui. Ouais, Faut y croire, quoi. ouais. Dernier coup de rouge? Il y a quelques jours, un dîner avec un ami qu'on a en commun, un monsieur Thierry Chaise. Ah, je l'adore. Avec un journaliste avec qui nous échangeons beaucoup sur la musique, le cinéma et le bon vin. Ouais, et vous êtes torché la gueule. On Non, peut mais dire ça va, il n'y a pas On de peut dire boire. ça. Oh, quand c'est au bon vin, non, on dit pas ça. Dernier coup de bluff? Est-ce que le métier que je fais, c'est pas un gros bluff quand même? Dernier coup de soleil? Voilà, vous avez vu la tête que j'ai. Oui, moi, ça, c'est non. il y a longtemps. Il date d'il y a quelques Il y années, a très celui-là. longtemps. Dernier coup de chapeau? Je dois dire que je suis très très émue par tout ce qui se passe autour de Stromae parce que c'est un artiste qui me plaît vraiment. Ah, Donc voilà. formidable. Voilà, formidable. Formidable. Dernier coup de blues? Juste avant la sortie du disque, le Ouais. Baby Blues. Dernier coup de rat? Sur la musique tout à l'heure, juste là. Ah, Dernier coup de boule? Il arrive. Voilà Ulysses en concert le 6 novembre à l'Olympia pour le festival Les Inrocks. Merci. Voilà, nous sommes toujours sur la Terre en compagnie de Ulysses, Luc Ferry, Nicolas Dupont-Aignan et Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, rebonsoir. Bonsoir. On se connaît depuis longtemps. Eh oui, Vous avez fait votre première télé chez moi. eh oui, Est-ce que je peux vous appeler Grand Corps? avec plaisir. Merci. Alors j'adore votre voix. Elle est Merci. grave, elle est magnifique. Quand on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Amanda Lear un peu. Donc vous appelez en fait Fabien Marceau. Vous venez de Saint-Denis. On peut venir de Saint-Denis et s'appeler Fabien. Vous avez dû en baver, vous, non? Je me suis accroché, ça s'est bien passé. C'était pas évident. Alors, Grand Corps, on connaît votre histoire. Vous étiez parti pour devenir entraîneur de basket. Et un jour, vous avez 20 ans, un stupide accident, vous plongez dans une piscine où il n'y a pas assez d'eau. Et quelques temps plus tard, le chirurgien annonce à vos parents la terrible nouvelle. Vous allez devenir chanteur de slam. En fait, vous êtes à 2 doigts de devenir tétraplégique. Une vertèbre cervicale logée dans la moelle épinière, quand même. Mhm. Vous êtes tombé de haut? Ouais, surtout mentalement. Ouais. Ouais. Quand on veut faire beaucoup de sport et qu'on se retrouve paralysé des Ouais. 4 membres, il y a un petit temps d'adaptation nécessaire. Hein. Ça a duré combien de temps, la paralysie? Ça a duré quelques semaines, la paralysie totale, et puis quelques mois, la rééducation. En gros, je suis resté 1 an en fauteuil roulant. Ouais. Alors, vous finirez par marcher à nouveau, mais avec une canne. Mhm. Alors, vous écriviez avant, mais c'est à l'hôpital, en fait, vous aviez le temps d'écrire, que vous vous mettez vraiment au boulot, quoi. Ouais, un petit peu. Après, il y a eu vraiment le vrai déclic, ça a été la découverte du slam. 1,2 million d'albums vendus. Ouais. Des salles combles en France et dans le monde entier. Vous êtes nommé chevalier des arts et lettres. Votre livre se vend à 150 000 exemplaires et vos textes sont donnés au bac de français. Alors, il y aura bientôt une école Grand Corps. Ah bon? Il y a une école, Luc Ferry, non? Mais il y en a 2 même, oui. Des écoles de... Des écoles normales. Des écoles de coiffure. Pas du tout. C'est pas vrai. Vous devriez le savoir depuis le temps. Oui, quand j'aurais même. dû l'avoir venir, Ben oui, c'est oui, vrai. non, mais c'est- quand même. Enfin bon, vous avez l'habitude La maintenant. jalousie, la Mais oui, jalousie. des écoles de coiffure. Bon, d'accord. Bon, alors, vous faites un album qui s'appelle Funambule. Mhm. Et non, vous prenez des risques, vous, parce que maintenant, je- après le plongeoir, c'est le fil. Ouais. J'aime bien, Ouais. j'aime bien le risque. C'est produit et réalisé par Ibrahim Malouf, qui est votre trompettiste C'est habituel. lui qui a assuré toute la direction Ouais, musicale, qui ouais. est un trompettiste jazzman incroyable, Ouais. mais qui sait tout faire. Et du coup, c'est pas que des arrangements de jazz sur le disque. Il y a des fois des
il y a des programmations un peu électroniques, il y a des beats un peu plus hip-hop. Évidemment, il y a des parties mélodiques très belles. Enfin, voilà. C'était une grande chance pour moi de rencontrer Ibrahim Malouf. Vous avez la voix aiguë de temps en temps, non? Essayez de parler, de dire bonjour, un truc comme ça. Ah, c'est ça, mon délire. Bon, on regarde à quoi ça ressemble. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis les pieds sur terre. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. Grand Corps Malade, extrait de Funambule. Je profite de vous avoir pour faire un portrait chinois, mais un portrait chinois zarbi quand même. Si vous étiez un bruit qu'on fait avec la bouche. Ouais. Si vous étiez un mollusque, répondez pas François Hollande. Non, je sais pas, une huître, parce qu'il y a une petite perle. Ouais, oui. Si vous étiez une odeur nauséabonde. Ouais, certains propos qui traînent un peu en ce moment. Ouais. Si vous étiez une phrase qu'on ne dit jamais. Je suis assez confiant là pour ma retraite. Oui, d'accord. Si vous étiez un truc qui fait vomir. Et certains propos qui traînent en ce moment. Je vois bien. Si vous étiez un médicament qui n'existe pas. Le Gloomistol. Si vous étiez un ustensile de cuisine. Une râpe à fromage. Ouais. Je trouve ça bien. C'est pas le plus coté, désolé, mais c'est utile. Si vous étiez un sujet de dispute. Bah, où est-ce que tu as planqué la râpe à fromage? Si vous étiez un slogan publicitaire. Avec le Gloomistol. Alors quoi? Ne perdez plus jamais votre râpe à fromage. Si vous étiez un membre de la troupe des Enfoirés, vous seriez qui? Moi, j'avoue que ça me fait un peu flipper les déguisements. Ouais, ah oui, Là, oui. C'est de pire en pire, hein, les déguisements chez les Enfoirés. D'accord. Des artistes en mouche. Ça Ouais, fait, ouais. Gérard Jugnot en mouche, c'est vrai que... ça ouais. peut. Si vous étiez une émission de télé-réalité. La Star Academy des pop stars des ch'tis à Las Vegas de Secret Story. Nicolas Dupont-Aignan, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la République. Vous défendez un gaullisme à vocation souverainiste et sociale. Ici, long. Les Français parlent aux Français. Alors, vous continuez à vous réclamer du général de Gaulle, qui est mort maintenant il y a 40 ans. C'est un peu comme John Lennon pour nous, non? Je sais pas. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Mais vous ne trouvez pas qu'en ce moment, on a besoin de faire quelque chose qui paraît impossible, mais qu'on va faire parce qu'on ne peut pas laisser le pays comme ça, c'est tout. C'est pas d'imiter de Gaulle, c'est pas cette prétention. Alors, vous prenez un patriotisme tranquille. C'est quoi? C'est la France aux Français, s'il vous plaît? Non, c'est de dire que... personne, enfin, je ne pense pas qu'il y ait une personne dans la salle ici qui peut croire que le Parti socialiste a la solution ou l'UMP. Et ça fait 30 ans qu'ils gouvernent, ils ont quasiment le monopole de l'expression médiatique, et moi je veux qu'on sorte de ça, sans pour autant tomber dans les extrêmes. Ouais. En fait, le Front National aujourd'hui, c'est l'alternative à l'UMPS, et vous êtes l'alternative au Front National. Vous êtes une alternative d'alternative, Exactement. en fait. Ce que je suis absolument certain que les Français ne veulent plus de l'UMP et du PS, et pour autant, ils sont des millions à ne pas vouloir obligatoirement le Front National. Ouais. Tu crois pas du tout, toi? La divergence entre nous, c'est que moi, je suis ce que le Front National appelle un européiste. C'est-à-dire, je suis fanatiquement pro-européen. Et donc, c'est là qu'il oui, un jour, il faudra on dire... voit où ça nous a amené, bravo. Attends, ça nous a amené, mais alors là, je suis prêt à assumer l'héritage de l'Europe. Ça nous a amené, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, pas de guerre avec les voisins depuis 70 ans. Non, mais je refuse une chose qui est en train de nous tuer en France aujourd'hui, c'est que
on assimile toute critique de l'Europe telle qu'elle se construit, qui est mortifère, qui est en train de nous tuer, tous les peuples européens, pas seulement la France. Immédiatement, si on est contre cette Europe-là, et pourtant il y a une majorité de Français qui ont voté non, on est ou Front National ou pour la guerre. Je suis désolé, on peut vouloir construire l'Europe différemment, on peut éviter le nivellement social par le bas. L'Europe des nations du général de Gaulle, c'était pas la guerre avec l'Allemagne. Exactement, l'Europe des nations et des projets en commun. On en parlera dans le débat tout à l'heure. C'est ça la question, c'est bien le sujet. Alors la semaine dernière, Nicolas, vous avez réuni l'ensemble de vos militants à Paris pour préparer les élections européennes. J'imagine que vous avez fait ça chez vous. Sympa. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé là avec votre vous leur avez fait à manger à tous les quatre alors Ah, le voyou. Non mais il a l'habitude. Vous savez qu'on a plus d'adhérents que les Verts aujourd'hui. On a créé le parti il y a à peine 5 ans. Vous dites que l'heure est venue pour Debout la République de faire son trou. Vous n'avez pas peur que le FN vous pousse dans ce trou, sérieusement? Non. Non. On cherche à nous enfermer. Vous savez quel est le moyen pour le PS ou l'UMP de se maintenir à vie au pouvoir? C'est d'assimiler toute offre à celle du Front National. Et comme ça, ils disent « Ah, vous n'êtes pas d'accord avec nous, donc vous êtes Front Nat ». Je refuse qu'on nous enferme là-dedans. Florian Philippot vous a tendu la main. Oui. Vous me direz, tant que ce n'est pas le bras, vous allez accepter? Mais vous n'avez pas entendu ce que je vous ai répondu. Ouais. C'est que je crois qu'on peut présenter autre chose. Ouais. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous publiez chez Fayard Les voleurs de la République, qui est une enquête sur ce que vous appelez les parasites fiscaux. Alors, la fraude fiscale, c'est 60 milliards d'euros chaque année. Oui. C'est pas la petite fraude, le petit truc de l'artisan qui n'a pas déclaré à temps sa TVA. C'est de la grande fraude criminelle, organisée, à la fois de certains particuliers, certains mafieux et de certaines grandes entreprises. Et ça coûte 60 milliards. Putain. Ce sont les 2 hausses d'impôts du gouvernement Sarkozy finissant et du gouvernement Hollande. Ça veut dire que si on était un peu plus efficace, comme d'autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, on n'aurait pas eu à accabler d'impôts les Français. Donc c'est fondamental. Aux États-Unis, par exemple, quelqu'un qui est en délicatesse avec le fisc, qui ne met pas le pied sur le territoire, où il est arrêté dès qu'il arrive, quoi. Il est en prison, oui. Voilà. En France, on fait un arrangement au ministère des Finances. Et on pourrait récupérer demain matin, mais vraiment, dans l'année qui vient, 20 milliards. 20 milliards, c'est 3 fois la hausse de TVA qu'on va avoir au 1er janvier. 20 milliards. Et c'est faisable. C'est pas le grand soir. Je ne propose pas le grand soir. Je propose des mesures qui existent dans tous les pays d'Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a pris les mesures qui existent ailleurs. Et on a dit, si on les appliquait en France, on peut récupérer 20 milliards. Et donc baisser l'impôt de tous. C'est ça l'enjeu. Alors, un banquier suisse vous a dit « Plus de transparence en Suisse, et c'est la République française dans son ensemble qui saute. » Oui, il m'a dit « Vous avez des services secrets. Pourquoi vous ne faites pas comme Mme Merkel qui achète des listes ? Pourquoi Falciani, le type qui travaillait à HSBC, qui a apporté 128 000 noms Tout a été fait pour étouffer l'affaire. Donc pourquoi vous ne publiez pas ? Parce que il y a des gens très connus dans le milieu politique, showbiz, médias, etc. Sur 2382 dossiers, il n'y en a que 86 qui ont donné lieu à des enquêtes. C'est-à-dire que les autres, en fait, l'État le sait, mais n'enquête pas, c'est ça. Ce qui est fou dans l'affaire Falciani, je raconte comment pendant 3 ans, l'État français a été lamentable. A tout fait pour surtout qu'on ne sache rien. S'il n'avait pas été protégé, ce Falciani, par les services secrets américains, il serait mort alors qu'il est. Et il a même été en Espagne. Quand il a su que Cahuzac était ministre du budget, il avait déjà des ennuis avec le gouvernement précédent, et quand il a su que Cahuzac était ministre du budget, il est parti se constituer prisonnier en Espagne pour être protégé. Il est revenu en France quand Cahuzac est parti. Donc ça veut bien dire que ce qu'on constate là n'est pas acceptable dans un État de droit, n'est pas tolérable. Vous dites à un moment quand même, il y a un trafic d'influence généralisé au sommet de l'État. Oui, je dis qu'on échange, voilà, que ça se négocie. Tu me fais pas chier, je te contrôle pas, quoi, en gros. Non, c'est pas si simple. Mais disons que c'est négocié. Les amendes sont négociées, alors que dans certains pays, ce sont des juges. C'est pas le gouvernement, c'est pas les services fiscaux qui négocient. Oui, bien sûr. Ce sont des juges. C'est pas Bercy, c'est des juges. C'est pas la même chose. Ah, pas du tout. Alors, Luc Ferry, vous qui avez été au sommet de l'État. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Nicolas. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Alors, je n'ai pas lu le livre, mais quelles sont les solutions pour y arriver? Cameron, libéral, a recruté 700 agents publics, 700 fonctionnaires de plus, pour s'attaquer au carrousel de TVA, c'est-à-dire ces escrocs qui recyclent l'argent de la drogue. 10 milliards par an en France. 10 milliards par an. Si les Républicains ne font pas un grand ménage,
eh bien d'autres le feront. Parce que les Français ne vont pas supporter d'être escroqués à longueur de journée. Pour encourager le retour des exilés fiscaux, vous proposez de leur faire payer des amendes. Est-ce que ces amendes seront déductibles fiscalement? Non, je propose un truc original. Je dis qu'il faut un bâton, c'est-à-dire pénaliser la fraude, mais qu'il faut en même temps une carotte. Bien sûr. Et je propose que tous les fonds qui seraient rapatriés des exilés fiscaux alimentent un grand fonds national qui s'occupe de la transition énergétique, du haut débit, de la rénovation des hôpitaux, des universités. C'est-à-dire qu'on gèlerait l'argent pour 10 ans et cet argent servira au redressement du pays. C'est l'hommage du vice à la vertu. Nous terminerons sur cette note un petit peu optimiste. Et on passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Émile Rioux, éleveur de porcs dans le Finistère, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous nous demanderons si la révolte bretonne peut devenir une révolution française. La révolte des Bretons va-t-elle devenir la grande révolte française? Pendant que les CRS sont en première ligne pour balancer un coup de matraque, à l'arrière, les policiers des renseignements généraux affirment que la révolte pourrait s'étendre à d'autres régions. À l'idée que tous les Français se coiffent d'un bonnet rouge pour venir manifester sous ses fenêtres à Paris, Hollande a eu la frousse. Du coup, un petit coup de rétro-pédalo et il a supprimé l'écotaxe. Jusque-là, Hollande avait évité le pire. D'abord, il a su négocier la réforme des retraites sans que Mélenchon et les syndicats organisent de grandes manifs. Ensuite, dans l'affaire Leonarda, il a eu du bol. Grâce aux vacances de la Toussaint, les lycéens n'ont pas eu le temps de manifester. Alors maintenant, il s'agirait d'éviter qu'une poignée de Bretons énervés soit l'étincelle qui foute le feu à tout le pays. Pourtant, ce samedi, les Bretons sont quand même descendus dans la rue à Quimper. Faut dire qu'il n'y a pas que le ras-le-bol fiscal qui les fout en rogne. L'an dernier, le volailler doux a supprimé 1000 emplois. Cette année, les abattoirs GAD en suppriment 900. Personne ne peut résister à la concurrence des abattoirs allemands qui emploient des Polonais ou des Roumains à 5 € de l'heure. Quand on perd son boulot dans une petite ville de province, c'est presque impossible de retrouver du travail près de chez soi. Pour augmenter ses chances, il faut chercher du boulot dans une grande ville. Sauf que ça coûte très cher d'y aller tous les jours en voiture. Et encore plus cher si on cherche à se loger sur place. Le salon très lumineux. Et les toilettes. Dans ces conditions, quand on perd son boulot, on a tout perdu. Pas étonnant que les gens soient en colère. Que demande le peuple au guet? Que demande le peuple? Que tous les financiers au guet soient pendus par les pieds. Aujourd'hui, il y a deux France. Celle des 25 plus grandes villes du pays qui profitent de la mondialisation et produisent 80% du PIB. Et puis celle des campagnes et les petites villes où l'économie est en panne alors que c'est là que vivent 60% des Français. Alors, pas sûr que ces Français qui se sentent les perdants de la mondialisation se coiffent d'un bonnet rouge. Ils préféreront sûrement attendre les municipales pour balancer leur vote protestataire dans les urnes. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Émile Rioux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de porcs dans le Finistère. Vous êtes l'un de ces bonnets rouges qu'on a vus dans les journaux télévisés ces derniers jours. Bienvenue parmi nous. Bien. Bonsoir. Vous avez 50 ans. Oui, j'ai 50 ans. Je suis producteur de porcs dans le sud Finistère. On produit 12 500 porcs par an. On est 2 frères associés avec 5 salariés. Et vous versez combien par mois? Alors, si on fait la moyenne, ça nous fait 300 € de revenus depuis 2006. Ah, d'accord. Ça fait 6 ans que vous gagnez 300 € par mois. Voilà. Les 20 premières années, on a pu gagner notre vie, avoir un peu de réserve. Pour 100 000 € que j'avais réussi sur mes 20 premières années à mettre de côté, aujourd'hui, j'en dois 150. Ah oui, d'accord. Je suis sur un bilan des 7 dernières années à moins de 250 000 €. Et vous ne savez pas si la banque va continuer à vous soutenir? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on est avec nos banques à se bagarrer pour savoir si demain, on nous donnera les moyens de pouvoir continuer. Et si la banque ne vous soutient pas, qu'est-ce qui se passe? On dépose. On a perdu, sur les 3-4 dernières années, 30% de nos exploitations en Bretagne. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que les abattoirs allemands et danois ont le droit d'employer des Roumains et des Polonais à 5 € de l'heure. Ils ont négocié ça à Bruxelles. Et les Français, ils n'y sont pas arrivés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, si vous embauchiez des Roumains ou des Polonais, il faudrait les payer au prix français. Vous êtes mal défendu à Bruxelles. On n'est pas mal défendu, on n'est pas défendu. On est accusé en permanence. Et aucun homme politique, qu'il soit de droite ou de gauche, ne l'a jamais fait.
c'est, je ne sais pas comment vous dire ça, mais on le vit, c'est un cri de désespoir, c'est quelque chose où on ne comprend plus ce qu'on nous demande. On nous demande toujours plus en termes d'environnement, en termes de responsabilité sociale, de responsabilité au travers de nos entreprises. Et notre coût de production n'est pas couvert par nos prix de vente. Ouais. Et d'un côté de ça, on entend nos hommes politiques qui défendent uniquement le panier de la ménagère. Moi, je suis fier du cochon que je fais. Je le produis avec les céréales produites chez moi. Et il y a des amis qui me disent, vous faites du porc industriel. Je leur ai fait goûter ce que je mange chez moi. La façon dont on a de le préparer. Mais la viande, il dit, mais c'est pas possible, on ne trouve pas ça dans le commerce. Imaginons, c'est pas ce que je vous souhaite évidemment, vous devez 150 000 €, la banque vous soutient plus. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez faire le mois suivant? Qu'est-ce que je fais le mois suivant? Que voulez-vous? Comme beaucoup de Français, quand on ne peut plus payer, on ne paye plus. Après, s'il veut nous mettre derrière les barreaux, bah, qu'il le fasse. Au moins, on aura à manger et un toit. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous êtes au bout, là. Ben, on est fatigué, on est usé. Ouais. Moi, ça fait 6 ans, 7 ans que mes salariés sont payés plus cher que ce que je peux en tirer de mon exploitation. Et aujourd'hui, j'emprunte pour faire face. C'est que je crois encore à l'avenir. J'ai des jeunes, j'ai 3 gamins. J'ai peut-être un gamin qui va peut-être reprendre l'exploitation demain. J'ai envie pour lui. J'espère que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui auront envie d'entreprendre comme moi j'ai eu il y a 30 ans. La société autour de nous a changé, ça on l'admet. Ouais. Je fais partie de ceux qui ont dit en 87, vous avez 90... Vous avez modernisé. J'ai modernisé, j'ai traité, je me suis adapté, j'ai fait des choix vis-à-vis de l'agronomie, vis-à-vis de tout ce qu'on parle. On a essayé de raisonner. Et je pense que l'environnement n'est pas quelque chose de mauvais. Ouais. Mais le problème, c'est que ça a un coût. Et il faut bien qu'à un moment, l'ensemble des choses nous reviennent. Ouais. On ne demande pas la lune. Alors, Luc Ferry, vous qui êtes européiste, voilà ce que c'est l'Europe. Hein. Non, je pense que ça n'a aucun rapport avec l'Europe. Ah bon, ça n'a aucun rapport avec l'Europe. Ah ben c'est extraordinaire. À mon avis, strictement aucun. C'est-à-dire que les Allemands payent leurs Roumains et leurs Polonais 5 € et que lui, il les paye au tarif normal, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Non, à mon avis, aucun rapport. Mais la preuve que ce n'est pas l'Europe, c'est que les Hollandais, les Danois et les Allemands s'en sont tirés mieux que nous. Ça veut dire que la France n'a pas été bonne. Il y a eu un choix politique à l'époque. Exactement. Et un courage politique. N'a pas été bon. Nicolas Dupont-Aignan, alors maintenant... Là, il a un boulevard. Non, c'est pas la question. Il y a une bonne Europe et il y a une mauvaise Europe. Voilà. Il y a eu une politique agricole commune il y a un certain temps où il y avait une protection douanière européenne. On a tout fait sauter. Ils ont fait sauter quand même. Monsieur a raison, il y a des gouvernements. Ils ont signé des accords. Quand ils ont accepté Bolkestein, souvenez-vous, on nous a ridiculisé. Le plombier polonais. Oui, souvenez-vous, pendant le référendum, je m'en souviens des interviews, on disait oui, vous êtes raciste, vous n'aimez pas les plombiers polonais. On n'était pas contre les plombiers polonais. On disait simplement que d'autoriser des gens à venir travailler dans un autre pays aux charges sociales, parce que c'est ça la règle, aux charges sociales du pays d'origine, sans contrôle, ça allait aboutir à un drame. Bah oui. Aujourd'hui, le drame, il est là. Ouais. Il y a 300 000 Roumains polonais en France qui sont en train de tuer l'artisanat. C'est pas de leur faute, les pauvres, mais ils sont en train de tuer l'artisanat parce qu'ils sont embauchés aux charges sociales polonaises et roumaines. Et vous avez les Allemands qui ont mené une politique quand même très déloyale, parce qu'eux, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de démographie. Donc, ils font venir des esclaves de l'Est, et la France accepte. Il y a un moment où un gouvernement français digne de ce nom aurait dû dire « on taxe les importations de porc allemands tant que les Allemands utiliseront des esclaves dans leurs abattoirs. » C'est pas être contre l'Europe, c'est être contre ce système fou qu'ont mis en place les Européens. Je crois simplement qu'il faut prendre le problème au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a la dérégulation à l'intérieur de l'Europe, mais la prochaine dérégulation, c'est à l'OMC que ça va se jouer. Le débat a déjà eu lieu au niveau de l'OMC, sous l'égide de Pascal Lamy, avec notamment le Brésil, avec l'Argentine, avec des pays qui seront beaucoup, beaucoup plus dérégulateurs que l'Allemagne ou le Danemark. Et ce que je dis simplement, c'est que si on n'a pas une politique européenne, pour le coup intelligente, une nouvelle PAC... Ou française. Mais non, française, elle ne suffira pas, c'est ridicule, mais arrêtez d'être souverainiste. Mais pourquoi pas? Mais parce que c'est pas suffisant. Votre truc, il marche pas, vous voyez bien, je veux dire. C'est absurde, il marche pour l'Allemagne, donc pourquoi il ne marcherait pas pour nous? Parce qu'on est des cons. Mais voilà, mais c'est pas l'Europe, c'est les Français qui sont cons. Et donc votre argumentation se retourne intégralement contre vous. Et par rapport à la dérégulation mondiale,
seule la protection européenne sera efficace et certainement pas la protection française. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est quand on a abandonné le droit de veto sur les négociations commerciales, qu'on a laissé à Bruxelles des gens négocier. Ils sont en train de négocier actuellement l'accord avec les États-Unis qui va être dramatique pour tous nos terroirs. L'accord de libre-échange. Et c'est quand on avait le droit de veto, ça ne voulait pas dire qu'on ne travaillait pas avec les autres. Ça voulait dire à un moment qu'on pouvait dire joker, on arrête, carton rouge, on arrête. Et quand on avait ce droit de veto, je suis désolé, on a bloqué des accords commerciaux dangereux et on a protégé nos agriculteurs. Alors, les éleveurs, les agriculteurs, les producteurs de lait, les pêcheurs, est-ce que la révolte bretonne peut devenir une révolution française? C'est-à-dire, est-ce que demain, il peut y avoir en France une espèce de jacquerie? Mais si on ne réagit pas rapidement, bien sûr. Mais écoutez, est-ce que vous trouvez normal que quand il y a eu, et moi je m'en félicite, les acteurs de cinéma, les producteurs de cinéma, qui ont dit il faut qu'on soit protégé des films américains. Tous les gouvernements ont signé. Ah, ils ont désobéi à Bruxelles, l'exception culturelle. Et c'est tant mieux, c'est grâce à ça qu'on a des chanteurs, qu'on a une culture qui se maintient. Mais quand ce sont des pauvres, des ouvriers, des paysans, circuler, il n'y a rien à voir. Donc s'il n'y a plus que la force, bien il y aura la force. Les gens sont patients, ils encaissent, puis à un moment, ils perdent patience. Alors, c'est vrai que la mondialisation a engendré une nouvelle cartographie de la France avec des métropoles qui sont compatibles avec l'économie mondialisée, c'est ce que disait Blacko dans son sujet, et le reste qui agonise. Alors, finalement, 60% des Français se retrouvent à l'écart de ces métropoles qui s'accommodent de la mondialisation. C'est ce que Marine Le Pen appelle les invisibles. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un invisible en France aujourd'hui? C'est vraiment le sentiment que l'on a, c'est de ne pas exister. Vous avez cité Doubs, vous avez cité Gade. Quand vous prenez une commune comme Lampol-Guimillot, il y a, je crois de mémoire, c'est 1600 ou 1700 habitants sur la commune. Donc, il y a 900 emplois qui disparaissent du jour au lendemain. Comment voulez-vous que la commune en vive? Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Le mec qui a 3 enfants, qui a une maison, qui n'a pas fini de payer, qu'est-ce qu'il fait? Il partira pas, il peut pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire pendant les 30 années qui lui restent à vivre? Des petits boulots, des petits machins, où les gens, sur 500 mètres carrés, font de la culture vivrière. Et si on continue comme ça, on va vers la paupérisation. Merci, Émile, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Ulysses, de Luc Ferry, de Nicolas Dupont-Aignan, de Grand Corps Malade. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Philippe Lefay. Bonsoir. Alors, Philippe Lefay, dans les années 90-2000, vous épanouissez dans votre vie. Vous présentez le journal télévisé, vous animez l'émission littéraire Des mots de minuit. Vous êtes l'une des pièces maîtresses de la rédaction de France 2. Mais en 1996, c'est le drame. Vous et votre compagne avez une petite fille qui ne peut et ne pourra jamais parler. Cette histoire, vous la racontez dans un livre intitulé « Étudance loup », publié chez Stock, et à 20h dans Salut les Terriens. Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Cette semaine, on a une actualité d'une richesse. Je pense qu'on tient la semaine la plus riche depuis la Seconde Guerre mondiale. Des révoltes à cause d'une taxe sur les camions et le retour en France des mecs de Sahel Express. Alors moi, avant Hollande, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant d'impôts différents sur tout et n'importe quoi. C'est ce que j'appelle le fist fucking. C'est tout ce qui lui reste pour toucher les gens, quoi. C'est un peu... Mais non. Mais là, la créativité du monsieur. On tient le Cyril Lignac de la fiscalité, tu sais. Demain, il quitte le gouvernement, il lance une émission Master Fisc, un truc... Alors, depuis l'arrivée au pouvoir, il a lancé 84 mesures fiscales. Ouais. Alors, on compare souvent Hollande à Mitterrand, on exagère un peu. La grosse différence entre Mitterrand et Hollande, c'est que Mitterrand, lui, il a réussi à cacher qu'il était totalement malade, tu vois. Quand on pense à ce que l'État a pompé comme fric et ce qu'il en fait... Si l'État était un joueur de foot, ça serait un branleur de 3e division avec le salaire de Zlatan. Tu vois. Alors,
Passons à d'autres choses. Nouvelle frontière, les otages ont été libérés. Et oui, comme disait l'autre, le Mali, c'est fini. Alors, en une opération, on vient de prouver que 4 ressortissants français qui arrivent sur le territoire coûtent beaucoup plus cher que 2000 immigrés clandestins, quand même. Hein. Fabius a dit qu'aucun argent public n'a été versé. Bon, on a eu du bol. Hein. Parce qu'en fait, au moment où le Quai d'Orsay a reçu la facture, le fils Fabius rentrait de Deauville. C'est grand prince. Bon, alors, j'ai vu la photo des otages. Moi, je ne comprends pas très bien... Enfin, pourquoi il est allé chercher les ravisseurs? Je veux pas jeter un froid, mais quand on a libéré les camps, les prisonniers sont pas sortis en uniforme nazi, tu vois. Alors, ils avaient l'air assez tendus. Moi, ça, je comprends. C'est 3 ans de captivité, tu vois. Ils quittent la France sous Sarko, ils se font accueillir par Hollande. Ils se disent, c'est un coup fourré, quoi. C'est pas... D'ailleurs, je me demandais... Alors, on leur a filé 20 millions, mais... Comment tu dépenses 20 millions d'euros au Sahel? Non, parce que Tombouctou, c'est pas la capitale internationale du shopping. Hein, pas... Puis bon, je veux dire, les mecs, bon, ils bouffent des dattes, ils roulent en pick-up, ils s'habillent en drap de lit, enfin... que des trucs que tu trouves ni chez Hermès, ni chez Vuitton, donc je vois pas le... Drame. Un enfant est tombé de l'attraction des Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour dégoûter les immigrants de Lampedusa, quand même? Rumeur, moyennant les subventions, des villes accueilleraient des populations noires de Seine-Saint-Denis. Bah, peu de choses près, ça s'appelle le marché des transferts en Ligue 1. Ouais. Beauté. Une fausse chirurgienne a été arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir injecté du ciment dans les fesses de ses patientes. Et encore, c'est que le début. On attend encore les plaintes de celles qui se sont fait poser du parquet sur le front. Le Tour de France va commencer en Angleterre. Bon, ça, c'est normal. Avec tous les évadés fiscaux, l'Angleterre est devenue un territoire national. Enfin, alors, chaque année, le départ du Tour se fait à l'étranger. C'est Belgique, Angleterre, Corse. Bon, la Roumanie, on hésite encore. Hein. Parce que là-bas, tu dis caravane qui va s'élancer vers Paris. Enfin, c'est pas... C'est piégeux. Femme. Alors, une plainte a été déposée contre Karl Lagerfeld par une association de défense des gros. Alors, l'association s'appelle Belle, Ronde, Sexy et Je m'assume. C'était quand même plus simple de s'appeler Célibataire et Résigné. Et peut-être finir par un peu d'amour, parce que c'est pas sans ça. On veut pénaliser la prostitution en collant une amende de 1 500 € aux clients. C'est terrible, hein. Quand on pense qu'une pipe coûte 20 €. Non, mais le sexe tarifé, ça va devenir comme l'essence. Le forage représente 3% du prix à la pompe. Non, mais... Ce qu'il faut pénaliser, c'est l'amour. L'amour cause beaucoup plus de dégâts que la prostitution. L'amour, ça peut vous faire faire des choses horribles, comme les dîners entre couples, une expo sur l'art primitif ou un concert de Stromae, tu sais. Cimetière, alors c'est la Toussaint, je sais que c'est un moment difficile, c'est pour ça que c'est un peu... Moi, je vais sur la tombe des gens que j'aime, je pleure, alors pour remonter le moral, il faut toujours faire un tour par les tombes des gens qu'on n'aime pas, comme ça on rééquilibre. Moi, systématiquement, je vais sur la tombe de Balzac. Je jette un bouquin de Marc Lévy et je dis « Alors, ringard ». Et bien sûr, certaines personnes se demandent comment faire revenir l'être cher. C'est une question. Alors, il y a une possibilité, ça s'appelle la taxidermie. Alors, j'ai vu une émission, tu sais, qui rencontrait des gens qui ont fait taxidermiser leur animal de compagnie. C'était vraiment assez bluffant. Hein. C'est pas parfait. Quand tu jettes un bâton à ton chien taxidermisé, il faut aussi jeter le chien. Bonne nouvelle de la soirée, peut-être. Un nouveau pas a été franchi dans la lutte contre la gastro. Ah. Oui. Il est mort, l'inventeur du kebab. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal+. Et bien sûr, sur canalplus.fr. Terrien. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h.
Philippe Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 décembre 1953 à Hénin-Liétard, qui deviendra Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Votre grand-père était mineur, votre père comptable dans les houillères, votre mère employée à la poste. Vous grandissez à Noyelles-sous-Lens, un gros village au cœur du pays minier. Vous dites, de chez moi, je voyais la montagne de charbon. Le Terry? Ouais. Ensuite, votre trajectoire est celle de l'ascenseur social, lycée Condorcet à Lens, bac littéraire, doctorat en relations internationales, école supérieure du journalisme à Lille et la bourse Europe 1. On avait droit à un stage, on avait droit à un voyage. Je suis allé en Chine avec Jean-Michel Jarre. C'était superbe pour moi. Et j'ai été embauché. Voilà. Et là, vous devenez en quelques années une pièce maîtresse de la rédaction d'Europe 1. Alors, vous mariez une première fois fin des années 70, et puis après une petite fille et 15 ans de mariage, c'est la séparation. En 1986, vous êtes recruté par Antenne 2 comme grand reporter au service étranger. Vous couvrez la Nouvelle-Calédonie, la chute du président des Philippines, Marcos, avec les chaussures de sa femme, Imelda. En 1990, vous présentez le Trésor de la 2, et vous êtes joker du 20h et présentateur de l'édition de la nuit. Et là, vous faites un reportage à la Vidéothèque de Paris et vous rencontrez la responsable de la com, Pomme Bessot. Oui, c'est une rencontre, c'est une révélation. C'est l'amour fou, un amour aussi extrêmement tumultueux. Pareil, ouais. 5 ans après, vous vous séparez, mais bon, vous reviendrez ensemble, je rassure les téléspectateurs. Et quand vous vous retrouvez, c'est autour du désir de faire un enfant. Alors, il faudra faire appel à la science, hein. Oui, ça a été compliqué. Ouais. Les cigognes étaient paresseuses. Alors, pendant la grossesse de Pomme, le gynéco prédit un gros bébé. Oui. Mais le 6 juin 1996, à 2 h du matin, à la maternité des Lilas, Pomme accouche d'une petite fille de 45 cm et de 2,2 kilos, qui s'appelle Lou. Alors là, c'est plus le gros bébé, là. Non, c'est pour nous un gros apprentissage du bambou. Si le bambou a un coup, c'est le coup qu'on prend sur la tête. Et surtout, comment je vais dire, la surprise d'une équipe médicale qui nous a d'un seul coup retourné son inquiétude. Ah oui. Il y a la pédiatre qui débarque et vous dit votre petite fille, elle a une drôle de tête. On était un peu mari, si j'ose dire, d'avoir à supporter en plus l'inquiétude de l'équipe médicale. Alors, Lou est placée en couveuse. Et là commence pour vous et pour Pomme l'angoisse d'avoir un enfant anormal. Dans les jours qui suivent, aucun médecin ne parvient à faire un diagnostic précis. Le seul avis que vous recueillez, c'est celui de la mère de Pomme, qui est médecin, et qui vous dit « Lou n'est pas mongolienne ». Alors, elle croit presque vous faire plaisir, mais ce mot vous fait entrer, vous et toute la famille, dans l'univers du handicap, quoi, d'un seul coup. Et dans la spirale. Alors, j'aime pas forcément le mot handicap. Moi, je pense qu'il faut dire singulier. Si on acceptait que tout le monde soit singulier, peut-être qu'on aurait des sociétés un peu plus vivables. Vous avez raison. Alors, à un moment, vous êtes tellement désemparé que vous envisagez d'envoyer un pavé dans la vitrine du gynéco qui avait diagnostiqué le gros bébé. Il était un peu trop sûr de lui. Et je me suis dit, je vais me venger. Et pour finir, je n'ai pas réussi forcément à me venger. Puis, j'ai pas trouvé de pavé parce que la rue avait été bitumée. Alors, de retour à la maison, Lou ne mange pas. Elle pleure beaucoup, nuit et jour. Ce qui fait que vous la ramenez à l'hôpital. Là, ça sera Necker. Branle-bas de combat. Les médecins se succèdent, les contrôles se multiplient. Mais le diagnostic est toujours le même. Pas de diagnostic. Et Lou ne mange pas. Et il n'y a pas de diagnostic. C'est pire que tout de ne pas savoir. C'est pire que tout, sauf qu'on est dans l'urgence de l'amour de cet enfant. C'est Lou, et ça ne peut être rien d'autre que Lou. On n'en veut pas d'autre. Et il faut faire avec Lou et avec ce qu'elle demande de soins particuliers. Pas plus, pas moins. De retour à la maison, pour faire dormir Lou, vous êtes obligé de la mettre sur un matelas incliné à 60%, attaché avec des épingles à nourrice, parce qu'elle régurgite en fait beaucoup. On avait de belles nuits. Alors vous dites, nous vivions dans la peur de la voir mourir. Un peu. À 2 ans, Lou pèse 4 kilos, donc ce qui est le poids des bébés en général à la naissance. Elle régurgite effectivement énormément. Son œsophage est brûlé par des remontées acides. Il faudra donc l'opérer et la nourrir à l'aide d'une pompe gastrique
relié à l'estomac. C'est-à-dire, en fait, vous vous levez toutes les nuits à 2 heures pour changer la poche de nourriture. Oui, absolument. C'est une espèce de lait concentré sucré, parce qu'elle ne peut rien prendre que ça. Voilà. Mais elle est d'une vaillance extraordinaire, parce que le plus combatif à l'hôpital, c'est plutôt elle que nous. Ouais. À un moment, vous pensez quand même à vous foutre en l'air. Oui, mais c'est une forme de fantasme. Ça vous aidait à vivre, finalement, cette idée de mourir, oui, non? Absolument. Ouais. Absolument. Alors, évidemment, dans un tel contexte, le couple tangue. Vous êtes soudés le temps de la lutte, mais sitôt les crises passées, vous écrivez, alors je dis au passage que votre livre est remarquablement écrit. Merci. Vous écrivez... Chacun s'en retourne à son bouillonnement solitaire. Oui, parce que quand vous avez dans ces moments-là et dans ces urgences-là ce que moi j'ai appelé à l'époque un enfant du sol au plafond, cet enfant qui occupe toute la place, abîme la relation d'un homme et d'une femme, même s'ils sont par ailleurs père et mère. Alors Lou a 4 ans quand Pomme et vous vous séparez. Lou sort enfin de l'enfer de la pompe gastrique. Elle peut désormais manger normalement, elle marche, elle est scolarisée dans un endroit extraordinaire d'ailleurs qui s'appelle Gulliver, où 2 tiers des enfants sont normaux, disons, si on peut dire ça, et 1 tiers sont singuliers. C'est là où un jour vous arrivez et vous voyez Lou qui mène la danse, quoi. Oui, absolument. Alors, et là on se dit, tiens, on a gagné, puisque Lou, qui ne marche pas forcément encore, entraîne toute la classe sur les fesses. Et tout le monde fait comme elle. Et d'un seul coup, elle a inversé les rôles et elle est devenue leader. Bingo. Malheureusement, Lou est toujours privée de parole. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que Pomme et vous, vous êtes dans des métiers du mot. Hein. Elle est éditrice au Cherche Midi. Vous faites les mots de minuit. Donc vous parlez et votre enfant ne parle pas. La vie est facétieuse. Enfin, il ne faut jamais penser que les choses sont acquises. Lou vient d'avoir 7 ans quand vous découvrez le Macathon. Alors, le Macathon, c'est un programme d'aide à la communication qui associe les paroles, les signes et les pictogrammes. Et grâce à ce système, finalement, une certaine communication devient possible entre vous. Lou est dans la communication. Elle entend tout. Elle n'est pas autiste. Bon, mais à un moment, elle bouillonne à l'intérieur. Et donc, il faut lui trouver des moyens d'exprimer son angoisse pour parler. Et sinon, elle pique des colères, en fait. Sinon, elle pique des colères. Et on va voir que plus elle va aller dans ses apprentissages divers et variés, moins ses colères seront homériques. Et on arrivera aujourd'hui à avoir un échange qui est un échange bricolé. Donc, vous avez appris le langage des signes avec Pomme pour lui parler. Absolument, oui. Alors là, vous rehabitez avec Pomme. Et puis, un jour, l'un des médecins généticiens vous appelle et vous dit « On a trouvé. Le handicap de Lou est dû à un manque d'ADN dans le chromosome 12. » Alors, pour vous, c'est très important parce que ce n'est pas une maladie, c'est un hasard génétique. Hasard génétique. Et donc, ça rassure les parents qui ne sont pas porteurs et qui n'ont pas fourgué à leur enfant cette singularité, cette particularité. C'est le hasard. La vie va son cours. Alors aujourd'hui, Lou a beaucoup gagné en autonomie. Hein. Elle fait ses courses au supermarché, elle prend le métro, elle sympathise avec des gens. Elle prend le métro sur 3 stations, donc il faut que ce soit un métro qui parle, hein, puisqu'elle ne lit pas. Hein. C'est une pure analphabète aujourd'hui. Hein. Mais quand même, elle sait où descendre. On se retrouve au café pour boire un coca, etc. Et elle a toujours sur elle des éléments qui permettent de... Elle a son petit carnet rouge, les numéros de téléphone de ses parents, son portable, avec un forfait limité, donc... c'est sympa aussi. Elle commence à écrire des SMS. Bon, voilà. C'est bisous, salut, comment ça va, papa. Voilà. Ça lui fait quel âge, là? 17. Alors, Pomme et vous avez fini par vous marier. Eh ouais. Et le jour du mariage, vous avez dansé tous les 3 sur cette chanson. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me... Donc ça, ce sont les signes que vous faisiez à Lou pendant la chanson le jour du mariage. Et qu'on a fait tous les 3 ensemble. Et voilà, c'était une manière de faire un clin d'œil à nos amis. Vous avez une très jolie phrase, Philippe. Vous dites « Lorsque l'on accepte la vie comme elle est, on peut commencer à en profiter ». Il n'y a jamais eu d'apitoiement, il n'y a jamais eu de... Et on n'est pas non plus du genre à dire « le handicap, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous apprend des choses ». Non, c'est
terriblement dur, c'est terriblement violent, mais c'est terriblement vivant. Ça vous oblige à vivre et à inventer et à être des pionniers et à trouver des trucs en permanence, à bricoler notre histoire. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Cécile Cassel, alias Olysses. L'album s'appelle My Name Is. Elle est à l'Olympia mercredi, donc, pour le concert des Inrocks. Luc Ferry, pour le Cardinal et le Philosophe, chez Plomb. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, pour les Voleurs de la République, chez Fayard. Merci. Grand Corps Malade. L'album s'appelle Funambule. Il est en tournée. Et le 7 mars 2014, au Grand Rex. Émile Rioux, éleveur de Port-Breton, et Philippe Lefebvre pour Et tu danses, Lou, chez Stock. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.